Je m'appelle et je vais vous raconter mon histoire. Comment l'addiction à la pornographie a détruit 4 ans de ma vie et la marquera pour toujours. Si je vous transmets mon histoire, c'est que j'estime que je ne suis pas le seul à avoir ce problème et que mon travail pourra aider certains d'entre vous. J'ai longtemps hésité à parler de tout ça car je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais j'estime qu'une vidéo YouTube du style bouteille à la mer est une bonne solution. J'estime que si j'aide un seul d'entre vous, le pari est gagné, car aider quelqu'un, c'est aider tout le monde. Je vais commencer par vous raconter ma situation de base. Euh, j'ai 23 ans et il faut dire ce qui est, ma vie n'est pas hyper passionnante. Je suis un collégien classique avec de bons résultats, sans trop travailler. Je commence à avoir mon petit groupe de potes au lycée avec qui je me marre bien. Le lycée avance, je reste avec le même groupe de potes et je ne m'intéresse pas trop aux autres, que ce soit aux autres mecs ou aux filles. Remarque, les filles ne s'intéressent pas trop à moi, sauf qui est ma voisine de maths, avec qui je discute de maths, mais ça s'arrête là. En terminale, même si je ne suis pas dans les meilleurs de ma classe, je reste plutôt bon dans les matières scientifiques et d'essayer de m'orienter vers les écoles d'ingénieurs. Bon dossier, bon en concours, j'ai plutôt le choix en fin d'année et j'entre en école d'ingénieur post-bac en septembre de l'année N. Comme beaucoup de personnes, je profite de mon entrée dans les études supérieures pour me refaire une vie, nouveaux potes, découverte des soirées, gain de maturité, et du fait de fréquenter des gens plus vieux que moi, euh, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Et de fil en aiguille, j'arrive à me rapprocher en fait d'un groupe de personnes qui fait des soirées. Et après avoir fait mes preuves dans une soirée étudiante, je suis invité à une soirée dans une maison. À cette soirée, je rencontre énormément de personnes de ma promo et d'autres écoles, notamment. Elle me tape immédiatement dans l'œil. Je me souviens encore du moment où on s'est dit bonjour. Étant étudiante en classe prépa, en classe préparatoire, elle devait rentrer chez elle entre minuit et 1 heure du matin. Et toute la soirée se passe bien. Je reste avec mes potes, mais je sens qu'il se passe quelque chose entre nous deux. Plus tard dans la soirée, je me retrouve à parler avec elle et le courant passe vraiment bien. Je prends son snap, c'est une fille super intéressante, on rigole bien. On arrive au moment de la soirée où elle doit partir. Je la raccompagne à la porte. Elle va dans sa voiture. Une amie à elle la rejoint pour discuter avec. Et je reste au pas de la porte, sans avoir le courage de la rejoindre à sa voiture pour l'embrasser. Et je ne le sais pas encore, mais ce moment va changer ma vie. Ce moment va changer ma vie pour deux raisons. Pour la première fois, je vais vraiment m'intéresser à une fille, pas parce qu'elle a de bonnes notes ou fait le même style de sport que moi, mais parce que c'est une fille et qu'elle m'attire. Et pour la première fois aussi, je vais attirer une fille. La deuxième raison, c'est que la zone auparavant éteinte dans mon cerveau, qui gérait les émotions, va s'allumer et à pleine puissance. Pour donner suite à cette soirée, on reste en contact, et comme c'était la première fille avec qui j'avais un feeling, je ne savais pas prendre les devants. J'apprends un mois et demi plus tard qu'elle sort avec un mec de sa classe. Je ne comprends pas et je me réfugie dans la colère. Nous sommes en mai de l'année N+1. J'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus et honnêtement, je ne suis passé au-dessus que des années plus tard. Sur conseil de mes amis, je m'inscris sur Tinder. Pendant quelques mois, pas grand-chose à part des discussions sans intérêt. Puis au mois de juin de l'année N+2, profitant d'un contexte favorable, je rencontre une fille de Tinder dans la vraie vie. Et pour la première fois, j'embrasse une fille. Un mois après, on ne se parlait plus, mais ça ne s'oublie pas. Invité à la soirée de fin de prépa de oui, nous étions toujours en contact, je rencontre son mec. Et là, je me rends compte que je suis toujours dans la partie. Au mois d'août de cette année N+2, elle rompt avec celui-ci. La fenêtre est ouverte, mais quelqu'un d'autre prend la place sous mes yeux. Je suis dévasté. Je me mets à haïr de tout ce que j'ai cette personne. Bien que leur relation ne dure que quelques semaines, je me mets à haïr et cette personne. Après avoir déversé ma haine auprès d'elle, je coupe les ponts avec. En février de l'année N+3, nous nous remettons à parler, de mon côté avec un intérêt quasiment neutre. En avril de l'année N+3, nous nous revoyons et au terme d'une soirée, nous nous embrassons. Quasiment 2 ans après, jour pour jour, j'ai réussi. Très rapidement, nous nous mettons en couple, mais après le premier mois de relation, les premières difficultés de n'importe quel couple commencent à faire surface. Et étant pour la première fois dans une relation, je le gère très mal. Je ne sais pas communiquer, je n'arrive pas à me faire comprendre. Elle et moi ayant une vision du couple très différente et des expériences très différentes, plus rien ne va. Ne comprenant pas ce qui se passe, je me réfugie dans la colère et la méchanceté. En juin, je trompe en embrassant une autre fille et je mets fin à plus de 2 ans de travail. À ce moment-là,
Je me retrouve tout seul. Je n'ai d'autre choix que de subir les remarques de mes potes, m'indiquant à quel point j'ai mal agi. Plus tard dans l'année, j'entame une relation dite pansement avec une fille avec laquelle j'ai fait ma première fois. Mais encore une fois, quand je me retrouve face aux premières difficultés que tout couple rencontre, je fuis. Je décide de la larguer. C'est ma dernière relation à ce jour, et c'était un coup d'un soir avec une fille, quasiment un an plus tard. L'idée derrière ce long récit est que vous compreniez à quel point j'étais nul en relation amoureuse, et donc comment, petit à petit, cette addiction a comblé mon vide. Partie 2, l'addiction. J'ai découvert que j'étais addict à ce contenu en juillet de l'année N+4. Je suis tout simplement tombé sur une vidéo de groupe de parole, de discussion, où un mec expliquait qu'il avait développé une addiction à la pornographie. Je me suis retrouvé dans sa description, et après une après-midi de recherche, j'ai décidé le lendemain matin d'arrêter de regarder ce genre de contenu et par la même occasion de me masturber. Avant de commencer à parler de ce premier run sans masturbation, je dois vous parler de l'addiction en elle-même. La définition du site du gouvernement français est la suivante. Les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Je pense qu'ici on peut dégager deux notions, pathologie cérébrale et conséquences délétères. Si on prend l'exemple d'une des addictions les plus connues, la cigarette, il y a à la fois un problème mental, c'est-à-dire recommencer à fumer bien qu'on sache que c'est mauvais pour sa santé, et d'un autre côté, les conséquences délétères, c'est-à-dire l'augmentation des chances de développer un cancer du poumon par exemple. Mais pour la pornographie du coup, comme la cigarette, on revient toujours à consommer du contenu. Quid des conséquences? Et pourquoi on revient d'ailleurs? On serait tenté de dire qu'une fois qu'on a fini notre affaire, on ferme l'onglet et on passe à autre chose. Eh bien pas du tout. Avant de passer sur la partie des conséquences, on va parler un peu plus du fait que l'on revienne sur ces sites. Pourquoi on revient? On peut lister 5 points. 1. La recherche de plaisir. 2. L'exploration de la sexualité. 3. Le soulagement du stress et de l'ennui. 4. La curiosité. 5. L'habitude. Mais qu'ont ces 5 points en commun? Eh ben pas grand-chose, pour être honnête. Mais en fait, le fait d'être exposé à du contenu, peu importe la raison, votre cerveau va sécréter de la dopamine qu'il va libérer au moment de l'orgasme. Très souvent synonyme d'éjaculation chez les hommes. Maintenant, la partie conséquences. Bien moins connue, mais tout autant dévastateur que n'importe quelle autre addiction. Selon une étude publiée en 2018 dans Intuition, donc c'est un journal d'une université américaine, l'université de Pennsylvanie, la consommation régulière de porno érode le cortex préfrontal, la structure du cerveau qui gère la moralité, la volonté et le contrôle de ses impulsions. Cette étude démontre aussi que l'utilisation accrue du porno est corrélée à une activité cérébrale réduite quand on est exposé à une image pornographique classique. Si on traduit, à la fois ça rend con, mais aussi c'est pourquoi on a tendance à passer à des formes de plus en plus hard de vidéos porno. Euh, En outre, le porno rend plus violent, que ce soit verbalement, physiquement ou sexuellement. Mais je suis sûr que vous saviez ça, du moins les bases. Mais est-ce que vous saviez aussi qu'un homme sur trois a fréquenté un site porno dans les 7 derniers jours? Ça, j'en doute. Ce que je veux dire par ici, c'est que la consommation de contenu pornographique est répandue, mais ce n'est pas pour autant une bonne chose. Mais quel effet ça vous fait le porno du coup? Je pense pas que vous vous soyez déjà posé la question. Moi, je me la suis posée, et voilà ce que je me suis rendu compte. En fait, je ne suis pas impacté par tous les symptômes, mais un en particulier. Et je vais vous expliquer comment cela s'est exprimé dans ma vie sociale pro et sentimentale. Le symptôme, c'est l'impulsivité. Dans ma vie perso, l'impulsivité à trop forte dose va vous amener en fait à faire des choses que vous n'auriez évidemment pas fait et que vous pourriez regretter. En soirée, par exemple, quand on faisait des bières pong, le fait de perdre me mettait tellement en rage que j'ai déjà quitté des soirées parce que j'avais perdu au tournoi. Et cette impulsivité, en fait, elle se reflète aussi dans la manière de parler aux gens. Je confondais être direct et être méchant parce que je n'étais pas posé et j'agissais trop rapidement. Dans ma vie pro, quand je faisais mes études, j'avais énormément de difficultés à me concentrer. J'ai raté plusieurs examens importants à cause de ça, et ça a failli me coûter ma première année d'études supérieures. Je ne pouvais pas être concentré plus de 15 minutes sur une tâche sans vouloir regarder Netflix ou faire autre chose. Et dans ma vie sentimentale, cette impulsivité m'a coûté plusieurs relations, parce que j'agissais sur des coups de tête et sous le coup de la colère. Quand j'ai trompé mon ex-copine, c'est parce que j'avais appris quelque chose sur elle, via l'un de mes copains, et si seulement je l'avais confronté à ça, la relation aurait pris une toute autre tournure. Non, ici j'ai agi seul, sous le coup de l'impulsion et sans réfléchir. À travers ces trois exemples, j'ai énuméré des défauts et des qualités qui sont présentes chez tous les êtres humains.
Ça peut arriver à tout le monde de rompre avec sa copine, d'être méchant avec les gens, mais en fait, c'est l'accumulation de tout ça qui démontre un problème. Avant de passer à la suite, on va faire une petite parenthèse philosophique. Selon l'éthique de la vertu d'Aristote, en fait, tous les hommes possèdent des vertus, donc, des vertus qu'on peut appeler des qualités. En fait, il faut les posséder dans la juste mesure. Et le seul moyen d'être un homme bon, c'est de cultiver ses vertus, avec le temps et l'expérience. Aristote disait aussi qu'il est impossible de se défaire de tous ses vices. J'aime beaucoup cette philosophie de vie, parce qu'il explique en fait que personne n'est parfait, mais que tout le monde peut s'améliorer. Et ça me parle énormément. Troisième partie, ma solution. Albert Einstein disait: la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant que j'ai parlé du problème, je vais vous parler de la solution que j'ai trouvée pour combattre tout ça. Mais combattre qui en réalité? J'ai mentionné la pornographie, la masturbation, l'impulsivité, les gens que je fréquente, mais qui faut-il combattre? Comment devenir d'une certaine manière la meilleure version de moi-même? Eh bien, le grand ennemi, c'est la dopamine. J'étais accro à la dopamine. Je voulais mon petit shot de dopamine en ayant une copine. Je voulais mon petit shot de dopamine en gagnant au beer pong. Je voulais ce petit shot en jouant aux jeux vidéo à la place de travailler. Je voulais ce petit shot en trompant ma copine avec une autre fille. Mais d'ailleurs, c'est quoi la dopamine? Selon Wikipédia, la dopamine est une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux. Elle est l'une de celles qui influent directement sur le comportement. La dopamine renforce les actions habituellement bénéfiques, telles que manger un aliment sain en provoquant l'association de plaisir, ce qui active ainsi le système de récompense-renforcement. En résumé, c'est la molécule de la récompense immédiate. Par exemple, si vous êtes affamé et que vous croquez dans votre burger pour la première bouchée, celle-ci aura un bien meilleur goût que les suivantes, car votre cerveau vous récompense de nourrir votre corps. Contrairement à l'endorphine, par exemple, qui crée du bonheur mais différemment, toujours selon Wikipédia, une endorphine, elles ont la capacité analgésique et procurent une sensation de bien-être, voire d'euphorie. C'est ce que l'on va sécréter quand on va aider une personne âgée à traverser la route, par exemple. Mais revenons-en à nos moutons. En fait, à force de consommer trop de contenu pornographique, j'ai été amené à consommer du contenu plus hard pour éprouver toujours plus de bonheur au moment de l'éjaculation. Mais le problème, c'est que mon cerveau en est venu à vouloir toujours plus et toujours plus fréquemment. À l'heure où j'écris cette vidéo, la dopamine a beaucoup moins d'effet sur moi et c'est très problématique parce que j'ai dû me réhabituer à éprouver du bonheur avec une petite dose de dopamine. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en fait à l'époque j'étais totalement addict à la pornographie avec 5-6 sessions de visionnage de contenu pornographique par semaine et entre 7 et 14 masturbations par semaine. C'était quasiment impossible de passer à zéro du jour au lendemain et pourtant je l'ai fait. Pendant un mois et demi. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Avec entre 0 et 4 masturbations par semaine et une session de visionnage de films porno toutes les 2 semaines, en moyenne. Avant de passer sur les 7 points que je veux aborder pour combattre mon addiction à la dopamine, je tiens à souligner que la rechute est normale dans le combat contre une addiction et que personne n'a jamais vaincu une addiction du premier coup, quelle que soit l'addiction. Maintenant, concernant les 7 points, je vais vous les lister par ordre alphabétique et on va y revenir juste après, point par point. L'alimentation, l'entourage, la lecture, les réseaux sociaux, le sommeil, le sport et les weekly feedback. Chacun de ces points va soit jouer sur ma relation avec la dopamine, soit sur mon addiction à la masturbation. On va les aborder un par un, en commençant par les réseaux sociaux. 1. Les réseaux sociaux. L'Université de Pennsylvanie, dans un rapport, disait: Social media use increases depression and loneliness. Cette citation met en lien une relation de cause à effet entre l'utilisation des réseaux sociaux et la dépression et l'état de solitude. Mon avis sur la question est qu'il existe effectivement une relation de cause à effet et que c'est important de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce point-là a pour principal aspect la relation avec la dopamine. Personnellement, je divise les réseaux sociaux en deux catégories. Une première catégorie autorisée, Messenger, Twitter, Snapchat et YouTube, et une deuxième partie qui n'est pas autorisée, Instagram, TikTok, Tinder, Facebook. En fait, j'en suis arrivé à ces deux catégories par rapport au contenu qu'elles proposent et la manière dont le contenu est proposé. Si on prend la première catégorie, 2 des 4 applications sont des messageries. Donc mon utilisation n'est pas infinie, d'autant plus que j'ai désactivé les notifications sur mon téléphone. Oui, pour voir si j'ai un message, je dois ouvrir l'app de mon plein gré.
Beaucoup d'influenceurs ont fait des vidéos sur l'impact des notifications sur notre cerveau. Je vous invite à aller les regarder. Elles sont hyper intéressantes et sont bien plus précises que le petit résumé que je vous en ai fait là. Les deux dernières apps sont Twitter et YouTube. J'utilise Twitter uniquement pour m'informer et faire de la veille, et je ne suis pas plus de 400 comptes. De cette manière, je ne peux pas scroller à l'infini, et donc perdre mon temps. YouTube, bien que la page d'accueil propose du contenu à l'infini, j'ai pour habitude de regarder uniquement les vidéos qui sont dans mon fil d'abonnement et je ne regarde pas du tout les shorts. Concernant l'autre catégorie, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont pour but de te maintenir sur l'application par petits shots de dopamine. TikTok en est le meilleur exemple. Dès qu'on démarre l'application, on est exposé à du contenu et invité à scroller pour voir le contenu qui suit. Instagram avec les Reels, c'est la même chose. Tinder joue plus sur la frustration du fait que quand on soit un homme, on a beaucoup moins de likes et donc de matchs que quand on est une femme. À terme, Tinder rend beaucoup plus malheureux car en fait on est exposé à une quantité de femmes qu'on ne pourra jamais atteindre. Et en fait, ça, petit à petit, ne profite absolument pas à une bonne santé mentale. Et j'ai aussi supprimé Facebook parce que c'est juste pour éviter de me rabattre dessus du fait de supprimer les autres apps. Toutes les apps de la deuxième partie ne sont plus sur mon téléphone. J'ai toujours un compte Insta et un compte Facebook, mais je ne peux que y accéder sur ordinateur ou sinon sur navigateur de téléphone. Mais l'expérience y est tellement mauvaise que je ne perds pas trop de temps dessus. Deuxième partie, l'alimentation. Il y a quelques temps, j'ai vu un thread d'un mec sur Twitter qui parlait de l'alimentation. Et j'ai pas réussi à retrouver le thread malheureusement, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tout ce que tu fais entrer dans ton corps finit toujours par ressortir. Ici, c'est une section plutôt courte qui va directement être en lien avec la dopamine. Je pense que si tu veux faire une cure de dopamine le soir ou le matin, concernant la masturbation ou la pornographie, tu te dois d'oublier tous les autres petits shots de dopamine de la journée. Très simplement, quand à 20 h tu as envie de boire un coca et que tu en bois un, tu reçois ton petit shot de dopamine, mais 3 heures plus tard, comment tu vas faire pour résister face à ton cerveau qui va demander ce shot de dopamine? D'autant plus que tout au long de la journée, tu as assouvi ses envies. Concernant l'alimentation, maintenant j'ai totalement banni la junk food de mon foyer. Je n'achète plus de biscuits sucrés ou salés, plus de soda, j'ai recommencé à manger sainement, c'est-à-dire des fruits, des légumes et diversifiés. Honnêtement, ça a été plus facile que ce que je pensais. Je suis vraiment très compliqué niveau nourriture. Le seul truc est que j'aime bien boire un truc sucré avant le repas du soir et passer d'une canette de coca par soir à de l'eau, j'ai eu un peu de mal. Donc je compense en fait avec du sirop de fraise ou de citron, le temps de ne plus avoir envie de coca. Je ne vais pas faire l'apologie du régime végétarien, vegan ou même de période de jeûne, mais simplement, j'estime que si je mange de la merde, je ne peux qu'avoir un comportement de merde et il m'est impossible de m'améliorer. Troisième aspect, la lecture. Richard Steele disait à propos de la lecture: Reading is to the mind what exercise is to the body. C'est un des aspects les plus importants de mon combat. Je travaille à la fois sur ma relation avec la dopamine et mon addiction. Je veux reprendre du plaisir avec des activités simples. Le fait de lire avant de me coucher me permet la plupart du temps, 90% des cas, d'éviter de me masturber, car je me plonge dans la lecture et une fois que j'ai fini, je m'endors. Depuis janvier 2022, je me suis remis à lire. Je lisais vite fait quand j'étais au collège, comme tout le monde à cette époque, je lisais les Harry Potter, les Percy Jackson, etc., etc. Mais avec mon entrée au lycée et les études supérieures, j'ai perdu l'habitude de lire, sauf évidemment les bouquins qu'on devait lire en cours, mais ces livres relèvent plus du devoir que du plaisir. Depuis quelque temps, je suivais sur Twitter un mec qui parlait d'écologie et de politique, et j'ai appris que ce mec sortait son premier bouquin. À vrai dire, c'est plus un essai de 200 pages, mais je me suis décidé à l'acheter, et j'ai trouvé le type de lecture qui me plaisait. Ensuite, j'ai acheté la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. Ici, j'attaquais un plus gros livre d'un peu moins de 1000 pages, d'un sujet qui me passionnait. En effet, je suis beaucoup ce que fait Apple et m'intéresse beaucoup à leurs produits. J'ai réussi à le finir et acheter un autre livre. Je me suis remis à lire en janvier 2022 et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêté de lire. Voilà les petites règles que j'ai mises en place qui m'ont permis de me remettre à lire et qui font que je ne me suis pas arrêté depuis. Première règle, je lis une quantité fixe de pages tous les soirs. Tous les soirs, je lis un chapitre ou 20 pages. Cela dépend du livre en fait que je lis. Cela permet d'éviter de lire de moins en moins. Ici, l'objectif, c'est de quantifier et de régulariser ma lecture. Deuxième point, je ne lis que des livres qui m'apprennent des choses. Je ne lis pas de fiction. La lecture est un travail, donc autant m'instruire sur des sujets que je ne connais pas. Troisième point, dans l'idéal, c'est mieux de lire en journée,
Mais soyons honnêtes, je ne prends pas le temps de le faire. Je lis majoritairement le soir, mais comme je l'ai dit, je lis pour m'instruire, pas pour mieux dormir. Donc, quand je lis le soir, j'ai l'appli Notes de mon téléphone et je note les passages intéressants du livre. De cette manière, je n'ai pas besoin du livre pour me remémorer un passage important et ça permet d'être en lecture analytique. J'estime que la lecture permet de renforcer mon mental. J'ai remarqué que quand je lis le soir, je suis beaucoup moins susceptible de me masturber le matin suivant. La lecture, c'est un peu le développé couché de mon cerveau. Quatrième point, le sommeil. Matthew Walker disait dans un livre qui s'intitule en français Pourquoi nous dormons? Il disait It readjusts our emotions, replenishes our immune system and set our metabolism. En fait, cette partie va davantage jouer sur l'addiction en elle-même. J'ai besoin de 8 heures à 8h30 de sommeil pour être à 100% de mes capacités physiques et intellectuelles. Disons que je peux tenir debout et faire des tâches complexes si j'ai dormi 7 heures minimum. Le problème avec cette addiction, c'est que le combat est psychologique. J'ai besoin de toutes mes capacités cérébrales pour résister. J'ai remarqué que quand j'étais fatigué, j'avais plus tendance à me masturber que quand je suis en pleine forme. On peut dire que j'ai moins de force mentale du fait d'être fatigué. Beaucoup de gens négligent le sommeil, notamment les jeunes, après 15-30 ans, parce qu'ils sortent, ont des examens, préfèrent faire autre chose, mais c'est une grosse erreur. Je ne dis pas qu'il faut rester chez soi et se coucher à 21 heures et ne jamais sortir, je dis qu'il y a un moyen de concilier nos activités et le sommeil. Un bon indicateur, c'est que si tu es fatigué quand tu te réveilles, c'est que ton sommeil n'est pas réparateur. Voilà quelques petits conseils que j'applique pour améliorer mon sommeil. Première chose, j'essaie de me coucher à une heure fixe tous les jours. Je me lève à une heure fixe tous les jours. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de me lever à 8 heures du matin, donc tous les jours de la semaine, je me lève à 8 heures du matin. Deuxième point, je ne regarde pas mon téléphone avant de me coucher. La dernière chose que je fais est lire. Si tu dois regarder ton téléphone, baisse la luminosité de ton appareil et active le jaunissement de l'écran au maximum. Biologiquement, je suis programmé pour être levé à 7 heures du matin. Et évidemment, mon cerveau se met en marche, donc je n'arrive pas à me rendormir. Dorénavant, ce que je fais, c'est que mon téléphone commence à jouer de la musique dès 7 heures du matin. Mais vraiment pas fort. Peut-être à 5-6% de ses capacités maximales. Mais en fait, ça permet à mon cerveau de se concentrer sur la musique et donc de pouvoir me rendormir. Le fait d'avoir une bonne routine de sommeil me permet d'éviter beaucoup de masturbation pré-sommeil et au réveil. J'étais arrivé à une telle habitude de masturbation au réveil que je me réveillais prêt à me masturber. Maintenant, ce n'est quasiment plus le cas. Cinquième point, le sport. Un sous-officier de l'armée de l'air m'a dit une fois, réaliser une tâche, c'est 80% de mental et 20% de physique. Pour être honnête, le sport, c'est la partie que j'ai le moins travaillé, personnellement, mais c'est aussi la partie où je sais ce qu'il ne faut pas faire. J'ai été très sportif à une époque, je le suis un peu moins maintenant, bien que je me sois remis à courir depuis quelques semaines. Dans mon entourage, je fréquente à la fois des gens sportifs et des gens qui n'ont jamais mis de basket de leur vie. Je trouve que les gens ont un très mauvais rapport au sport. Les gens échappent à leurs problèmes en allant faire du sport, alors que normalement, le sport te permet d'affronter tes problèmes. En fait, ce n'est pas parce que tu soulèves 100 kg au développé couché, je n'ai aucune idée de si c'est une belle performance ou pas, je pense quand même que oui, que tu vas réussir tes examens. Mais c'est parce que tu prends soin de toi, à la fois psychologiquement et physiquement, que tu vas réussir tes examens. Résoudre ton problème, en somme. En fait, cette mauvaise compréhension du sport, entre autres, je blâme aussi les réseaux sociaux, entraîne les gens à de mauvaises pratiques sportives. La majorité des gens qui vont à la salle de sport travaillent les muscles que l'on voit pour paraître bien et beau. Si on prend l'exemple des abdos, il y a trois muscles à ce niveau-là. Les gens ont tendance à travailler les abdominaux que l'on voit pour avoir un beau corps, par exemple le six-pack, mais auront tendance à délaisser les abdominaux intérieurs qui pourtant sont essentiels pour éviter la descente d'organes, par exemple. Comme je le disais au début, c'est la partie que j'ai le moins travaillé personnellement, mais je sais quoi faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Sixième point, les weekly feedback. Flannery O'Connor disait à propos de l'écriture, je n'écris pas pour savoir ce que je pense, mais pour savoir ce que je sais. L'idée ici, c'est de ni travailler sur l'addiction ni sur la dopamine, mais sur la rigueur d'esprit. Et étant donné la nature de mon problème, je ne veux pas en parler. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même ce besoin d'externaliser ce que je ressentais et de décrire mes pensées. Donc, au début de l'année 2022, j'ai créé ce que j'appelle les weekly reviews. L'objectif des weekly reviews est de faire un compte-rendu de ma semaine et des éléments marquants de celle-ci. Pour éviter que ce soit le bordel quand j'écris, j'ai très rapidement décomposé mes weekly reviews en 4 parties, puis 5. J'y viendrai après. Le professionnel, le social, la culture et la partie bêta. Commençons par la fin. La partie bêta, c'est un peu la partie autre. Ça fait maintenant plus d'un an qu'elle est en bêta, mais peu importe. Le seul élément récurrent de cette partie, c'est l'évolution de mon poids.
La partie professionnelle, c'est la partie où je note tous les éléments en lien avec ma vie pro, ce que j'ai réussi à accomplir, ce qui m'a ennuyé, etc., etc. La partie sociale, je note tout ce qui est en rapport avec mes relations et les gens que je fréquente en dehors du boulot. Je parle des soirées, des festivals auxquels je participe, des gens que je fréquente, que je rencontre, etc. Enfin, la partie culture sert à retranscrire tout ce que j'ai consommé comme contenu culturel. Les podcasts que j'écoute, les livres que je lis, les jeux vidéo auxquels je joue, les séries et films que je regarde, etc. Écrire ce que je pense tous les dimanches à 19 heures me permet de structurer ma pensée et d'éviter les prises de décision radicales. Et ça me permet aussi de savoir si j'ai une idée dans la tête depuis longtemps. J'estime que si j'ai une idée et qu'elle est importante, je la noterai ou je l'ai déjà notée dans ma weekly review. Par exemple, le fait d'écrire cette vidéo est sûrement noté dans ma weekly review de la semaine dernière et des semaines précédentes. Il faut savoir que j'ai commencé à faire les weekly reviews avant de me rendre compte que j'ai un problème avec la masturbation et la dopamine. Ainsi, quand je me suis rendu compte que la masturbation était un de mes problèmes, j'ai cherché un moyen de recenser tous mes écarts, que ce soit sur la pornographie ou la masturbation. J'ai découvert une app gratuite qui s'appelle Quizilla, où en fait on peut indiquer l'addiction qu'on a, et l'app propose de marquer sur un calendrier le moment où l'on a péché. C'est exactement ce que je voulais. L'app va même plus loin. En fait, quand on l'ouvre, on a un timer qui nous indique à quand remonte notre dernier écart. C'est un incroyable moyen pour se motiver. J'ai décidé d'intégrer une partie à la weekly review qui s'appelle ABC, pour ne pas écrire masturbation ou pornographie, où je reviens sur ma semaine et j'explique pourquoi je n'ai pas été meilleur ou pourquoi j'ai bien réussi cette semaine. Je veux me rendre compte dans un moment posé de ce que j'ai accompli. Septième point et dernier point, l'entourage. Les gens ont pour habitude de dire nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Ici, on travaille directement sur la dopamine et l'addiction, bien que cette partie soit légèrement à part. Je me suis rendu compte qu'une partie des gens que je fréquentais me tirait vers le bas. De plus, ces mêmes personnes avaient un comportement très négatif et donc forcément leur négativité déteignait sur moi. Je ne pouvais pas devenir une meilleure version de moi-même et me concentrer sur les aspects positifs de ma vie si constamment j'étais tiré vers le bas. J'ai pris une décision radicale, c'est d'arrêter de fréquenter ces gens-là ou les fréquenter si peu, passer de quotidiennement à bimensuellement, que quand je les fréquente, ils ne peuvent pas être négatifs, car on se raconte nos histoires et forcément on met en avant les éléments positifs de notre vie. J'ai fait ça pour un pan entier de mes relations et depuis, je me sens beaucoup mieux psychologiquement. Tout doucement, on arrive à la conclusion. Voilà, je vous ai raconté ma vie et résumé mon problème avec la meilleure solution que j'ai trouvée. Je suis sûr que ce que je raconte touchera certains d'entre vous. C'est un sujet complexe. Cette vidéo est sûrement approximative et pleine de lacunes, mais vouloir sortir une vidéo parfaite, c'est impossible. J'aime bien la citation suivante. Done is better than perfect. L'écriture de cette vidéo m'a donné une idée pour un autre sujet qui sera un peu différent mais tournera toujours autour de l'addiction. N'hésitez pas à la partager. Si cette vidéo touche une centaine de personnes, c'est extraordinaire. Je ne compte pas devenir influenceur avec mes vidéos, mais simplement pouvoir aider quelques personnes, ce serait assez fou. J'estime que cette addiction touche énormément de personnes et en touchera davantage les années à venir. Donc, je jette une bouteille à la mer. Qui veut, la saisit.